Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Reims au congrès de Quantique Planète en compagnie du docteur Salès. Bonjour. Bonjour. Professeur même. Non, docteur. Docteur en astrophysique, rien que ça. Docteur en astrophysique et technique spatiale. C'est fantastique. Alors pour nous, en tant que terriens, qu'est-ce que ça représente l'astrophysique? Qu'est-ce que ça regroupe comme recherche? C'est un sujet qui est très large, parce que l'astrophysique recouvre plein de disciplines qui peuvent aller de la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de la structure de l'univers à grande échelle, ses débuts, son destin. Ça peut être étudier comment fonctionnent les étoiles, la structure interne des étoiles. Ça peut être la formation des systèmes de planètes, la formation des galaxies. Ça peut être la recherche de vie extraterrestre. Enfin, c'est très 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 vaste. C'est une discipline de science qui est assez pluridisciplinaire. Sans doute pas assez à mon goût, mais qui peut aborder énormément de domaines. Oui. Par exemple, Je sais que vous faisiez aussi des recherches au CNRS, c'était lié à ça? C'était dans quel domaine particulièrement? Justement, j'étais à la croisée dont je ne suis plus au CNRS là, depuis un peu plus d'un an, mais je travaille sur le développement d'instruments pour la radioastronomie submillimétrique, c'est-à-dire que... Décodage. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde le ciel, les premières observations astronomiques se sont faites avec la lumière visible, celle que les yeux perçoivent, donc avec des lunettes et des télescopes qui fonctionnaient dans cette gamme de longueur d'onde qu'on voit. Et petit à petit, l'astronomie a eu besoin de reconstituer un puzzle de ce qu'est l'univers en regardant dans des longueurs d'onde des fréquences de la lumière où nos yeux ne sont pas sensibles. L'ultraviolet, les rayons X, l'infrarouge, les ondes radio, tout ça c'est de la lumière. Mais on ne l'aperçoit pas avec nos yeux parce que ce sont des fréquences qui échappent à nos sens. Mais on peut inventer des instruments, des détecteurs capables de détecter cette lumière. L'astronomie a toujours fait ça. Et ces dernières années, il y avait une fenêtre du spectre électromagnétique, une gamme de fréquences où on ne connaissait pas encore, on n'était pas encore capable d'y accéder parce que la technologie n'existait pas. C'est entre l'infrarouge, on va dire l'infrarouge moyen et les ondes radio aux fréquences les plus élevées. On appelle ça aussi le domaine terahertz. Et c'est un domaine de fréquence qui est très intéressant parce que les molécules qui sont dans l'espace, qu'elles soient dans une atmosphère de planète ou un nuage de gaz dans l'univers, n'importe où, même à des millions d'années-lumière, contient des molécules. Il y a toute une chimie très riche qui se passe dans le vide, dans l'espace. Et chacune de ces molécules vibre selon des modes qui sont prédits par la physique quantique. C'est comme un spectre avec des notes. Et grâce on va dire presque au timbre de voix de ces molécules, on peut vraiment reconnaître leur spectre, savoir qu'il y a la molécule de méthanol ou de la vapeur d'eau à des très grandes distances. On peut reconstituer toute la chimie en regardant où ça dans cette gamme de fréquences. Qu'est-ce qu'on en fait de ça après? Quel est l'impact sur nous en tant que terriens, ce genre de découverte? Comme toujours en astronomie, il peut y avoir deux types de retours. D'abord un retour en termes de connaissances, c'est qu'on comprend mieux notre place dans l'univers en tant qu'espèce humaine. Peut-être pas les seuls. Sans doute, probablement, statistiquement, sans doute pas les seuls. Dans un univers qui est immense, peut-être même infini, en tout cas qui contient des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Donc, par rapport à la question qui est vieille comme l'humanité, d'où vient-on, d'où venons-nous, quelle est notre place, comment l'univers s'est créé, quelle est sa structure. Une particule Dieu. Voilà, toutes ces questions qui touchent vraiment à la structure même du cosmos et même aussi de la réalité, parce qu'on est obligé de toucher à des choses qui sont presque métaphysiques de temps en temps en cosmologie, quand on parle du Big Bang et du début d'un temps. C'est de la cosmologie, c'est de la relativité générale, mais c'est aussi, ça touche à des questions métaphysiques. De parler de début de l'univers ou parler d'un commencement de l'existence au sens métaphysique. L'abbé Lemaître et Teilhard de Chardin, qui étaient à la fois des scientifiques et des hommes d'église, ont très très bien senti qu'il fallait vraiment bien dissocier la démarche scientifique qui étudie le monde naturel, sur lesquels s'exercent des lois de la physique qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser, et puis de l'autre il y a le domaine de la conscience, de la pensée, de la psyché, c'est encore tout autre chose, il ne faut pas mélanger les deux, mais on touche à des choses qui sont vraiment à l'interface. Il y a des borderlines. Des choses très borderline dans certains sujets de
de science. C'est intéressant de parler justement de cette partie borderline. Quelles sont les choses qui ne sont pas acceptées? Parce qu'il y a des mystères que la science n'accepte pas. Enfin, il y a toujours cette conversation entre les matérialistes et des personnes qui... Réaliste, par exemple, on est toujours dans une... même lorsque la science se cantonne à ce pourquoi elle est faite, ce pourquoi elle est douée, c'est-à-dire déterminer les lois de la nature et être capable de les modéliser de façon à pouvoir prédire des observations, prédire quantitativement comment les choses fonctionnent. La première question, c'est est-ce que la science nous dit ce qu'est la réalité, ou est-ce qu'elle nous montre juste une approximation, un modèle? À la limite, il peut y avoir des tas de modèles, ça arrive d'ailleurs, des tas de modèles différents, avec des interprétations différentes qui expliquent les mêmes choses, avec le même pouvoir de précision. Donc en fait, on a plutôt l'impression d'être... c'est une idée très vieille, la réalité, elle nous est à jamais inaccessible. On peut s'en rapprocher avec comme si la science fabriquait des métaphores, des schémas conceptuels qui nous rapprochent un peu de cette réalité, mais la réalité en soi, elle est à jamais inaccessible. On a l'impression, nous, de notre côté, que des fois la science est un peu rigide, figée sur certaines choses qui ont été fixées dans le temps et qu'elle a du mal à évoluer, et que voire même il y a certains dogmes dans tout ça qui sont même dangereux pour nous, pour l'évolution humaine, et qu'il est temps, et je vois lors de l'interview avec Rupert Sheldrake, qui est un biologiste, et on sent qu'il essayait d'expliquer comme ça comment la science peut être libérée, elle, ou l'astrophysique peut être libérée pour encore... Est-ce que c'est un peu de l'évolution, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché vous aussi lors de vos recherches, ou qu'on voit qui est en train de se passer dans le monde? Puisque vous parlez de Rupert Sheldrake et de gens comme ça, je dirais qu'ils mettent l'accent sur le fait que il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal à ce que la science a été vraiment bouleversée au début du XXe siècle, de plusieurs façons en même temps, avec la physique quantique qui est apparue en 1905, qui a complètement modifié notre perception de ce qu'est la réalité au niveau de la matière, à son niveau le plus intime, les atomes, les noyaux, les électrons, les particules. Bon. Mais le concept de réalité à ce niveau, quand on zoome sur l'intérieur de la matière, change complètement notre idée de ce qu'est la réalité, puisque les objets sont dans des superpositions d'états indéfinis. C'est quelque chose de très éthérique, un peu magique, parce qu'on n'en a pas du tout l'expérience au quotidien. Il y a des raisons à ça. Mais la matière, à ce niveau intime, fonctionne d'une manière très bizarre. Pour notre intuition. Bon, il se trouve qu'il y a eu ça, il y a eu la relativité générale aussi qui a complètement modifié notre conception de l'espace-temps. D'autres domaines comme ça où il y a eu des grands bouleversements de paradigme, on va dire. Notre conception du monde sur le plan scientifique change beaucoup. Mais ce qu'on voit, c'est que dans certains domaines de la vie de tous les jours, bien évidemment, mais même dans certains domaines scientifiques, ces paradigmes n'ont pas encore diffusé, n'ont pas encore infusé. Et par exemple... certaines personnes, par exemple en biologie, se demandent si certains phénomènes quantiques ne sont pas à l'œuvre. Par exemple, il y a quelque temps, des processus peut-être quantiques ont été peut-être détectés avec des lasers femtosecondes qui ont permis de vraiment regarder à des échelles de temps très courtes ce qui se passe, qu'il y a peut-être des processus quantiques à l'œuvre dans la photosynthèse. Bon, c'est tout nouveau, c'est révolutionnaire ce genre de choses, mais ça veut peut-être dire que le vivant a des grandes échelles de taille par rapport à ce qu'on avait l'habitude, ce dont on avait l'habitude, et met en œuvre des phénomènes quantiques. Mais on sent que tout ça bouscule une communauté de biologistes qui fonctionne encore sur un héritage du 19e siècle. C'est-à-dire que les choses se font de manière très mécanique, c'est une horlogerie avec des rouages, des engrenages. Bon, en l'occurrence, ça s'appelle des enzymes, des molécules, des macromolécules, mais c'est vraiment une vision très mécaniste où c'est un Lego, où les molécules doivent entrer en contact l'une avec l'autre. Est-ce que des gens comme Sheldrake ou Jacques Lipton, voilà, des gens comme ça disent attention, la biologie est peut-être beaucoup plus subtile que ça, et pour arriver à son degré d'efficacité, aussi bien au niveau du métabolisme, qui est d'une complexité incroyable et d'une efficacité incroyable, que pour les questions d'évolution ou de morphogénèse, la façon dont la vie s'organise et se structure et se maintient dans cet équilibre dynamique extrêmement performant. On a peut-être besoin de plus que de la simple horlogerie moléculaire.
Et certains processus quantiques pourraient peut-être apporter des réponses. Et même C'est des astrophysiciens pour apporter des réponses aux biologistes, non? Parce qu'on a l'impression des fois il y a vraiment une similitude entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Du moins, on a l'impression qu'il y a des choses qui se reproduisent à différents niveaux et que des disciplines pourraient être un peu plus croisées, ou on pourrait en discuter, où il y a des choses qui pourraient aider à faire évoluer notre pensée. C'est vrai que on peut regretter un certain cloisonnement entre les disciplines qui n'est jamais souhaitable de toute façon, parce que très souvent on a besoin de confronter des domaines différents pour faire germer des nouvelles idées. Il faut créer des passerelles, il faut créer des liens, et c'est vrai que quelquefois on voit dans des domaines très différents, ça peut être effectivement l'étude de l'infiniment petit, l'infiniment grand, ou d'autres choses encore peut-être beaucoup plus éloignées. On trouve des fois des similitudes, ou plus exactement pardon, parfois des problématiques ont été résolues dans un domaine, et la même problématique se trouve regardez dans une autre communauté scientifique, et voilà, la réponse se trouve à la porte d'à côté. Il suffit d'ouvrir la porte et de se parler. Mais aussi, quelquefois dans les concepts, c'est en mettant... de toute façon, la science fonctionne comme un grand puzzle. Je parlais de l'astrophysique, hein, on est obligé de regarder toutes les longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons gamma, aux plus hautes énergies, pour se donner une reconstitution la plus exacte possible de ce qu'est une région du ciel, hein, un objet astrophysique. Mais il en va de même pour la science en général. Pour comprendre la réalité, le monde, on a besoin de regarder l'univers dans toutes ses facettes. Et bien souvent, on est extrêmement compartimenté, et ça fait qu'à un moment donné, on arrive à des limites. Et les changements de paradigme souvent arrivent quand on dépasse ça. Et aussi... peut-être que le schisme qui est le plus gênant en ce moment, c'est entre l'approche du monde matériel et les questions liées à la psyché et à la conscience. Ce sont deux communautés qui ne se parlent pas, qui s'excluent. Il y a beaucoup de matérialistes, et notre science occidentale est très matérialiste, qui dit que la conscience n'est juste qu'une émanation illusoire, en quelque sorte, produite par de la matière, dès qu'elle est suffisamment complexe. Et les tenants de l'intelligence artificielle on se fantasme que la conscience pourra naître un jour dès qu'on aura des... On aura l'équation. Oui, et puis suffisamment, il suffit de plus de complexité, on passerait un seuil, et tout d'un coup, hop, ex nihilo, on arriverait à produire de la conscience. Et d'autres personnes vont avoir le sentiment très fort que la conscience est d'une autre nature que le monde matériel, qu'elle ne peut pas s'étudier avec ces outils-là. Il y a une interface, il y a une interconnexion dans notre cerveau, sans doute ailleurs même, mais ce sont deux plans de réalité vraiment distincts. Et les gens qui étudient les problèmes de la psyché, les gens qui travaillent sur la matière, sont très souvent en opposition au lieu de travailler ensemble. Un contre-exemple de ça, c'est quand par exemple Carl Jung a travaillé avec Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli était un des pionniers de la physique quantique. On lui doit des idées très très brillantes sur par exemple des principes vraiment essentiels de la physique quantique, qui expliquent même comment les molécules se forment. Enfin, il a travaillé avec Carl Jung sur le concept des synchronicités, par exemple, en ayant l'intuition qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a de la physique quantique pour expliquer les synchronicités qui concernent l'expérience des vies humaines, ça n'a rien à voir, mais plutôt l'idée que on voit ce genre de phénomène de non-localité, où une causalité différente est à l'œuvre, on la voit aussi en physique quantique, sur certains systèmes. Et en travaillant avec Jung, ça a créé un dialogue très intéressant. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus dans ce genre de dialogue aujourd'hui. Et de rester ouvert, hein, de rester surtout rester ouvert. C'est pas facile, c'est très difficile, parce qu'on a forcément des a priori. En fait, je pense qu'en science, comme dans tous les domaines, on est forcément un peu prisonnier d'un système de croyances. On a beau se dire rationaliste, au sens qu'on utilise sa démarche rationnelle pour tester une hypothèse, une théorie. C'est très important d'avoir cette démarche-là, mais il faut deux pieds de toute façon. Il faut ça, et il faut aussi l'intuition. Et l'intuition, il n'y a pas plus irrationnel. Et sans intuition, il n'y a pas de créativité, nulle part, même pas en science. Il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de changement de paradigme. Donc on a besoin des deux. Et je pense que les plus belles découvertes ont été faites, non, grâce à l'intuition et à... Quelques exemples. Le tableau de Mendeleïev, qui décrit la façon dont se répartissent les éléments atomiques, c'est un rêve. Mendeleïev a fait un rêve où il a vu les choses se placer.
Niels Bohr, le modèle de Niels Bohr, pareil, il l'a fait dans un rêve. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et il ne s'agit pas de nier l'importance de la démarche rationnelle pour valider, pour vérifier, pour quantifier. C'est très très important. Mais c'est comme deux pieds, il faut deux pieds pour avancer. Si on n'avance pas, et en plus on se casse la figure. Donc il faut les deux. Et je pense que ce qui est difficile dans ce rapprochement, quelquefois, entre des gens qui vont travailler plutôt sur les problèmes de l'esprit, qui sont des problèmes passionnants et bien réels. Nos vies sont réelles, elles sont d'une autre nature, mais elles sont très réelles. Nous ne sommes pas des hologrammes. Je suis réel. Nous avons vraiment une réalité qui est pluridimensionnelle, et c'est très très important de ne pas se fermer à une exploration pluridimensionnelle justement de ces choses. Et pour ça, il faut apprendre aussi à se connaître, il faut laisser tomber certains préjugés, il faut arriver à être capable d'écouter l'autre et peut-être apprendre l'un de l'autre. Peut-être qu'aussi dans certaines recherches, il y a un manque de rigueur. Bon, il serait peut-être bon aussi voilà, de faire dialoguer un peu tout ce monde-là pour arriver à vraiment faire progresser ces recherches d'une manière à la fois rigoureuse, sérieuse et créative. Ouais. Alors, je sais que vous avez décidé d'arrêter de ces recherches au CNRS et qu'en même temps, vous composez votre musique, etc. Donc il y a vraiment une volonté de prendre de la hauteur sur les choses, je pense, de regarder ça un peu sous différents angles, parce que c'est vrai que quand on est pris dans notre train-train tous quotidien, on a du mal à voir ça. Mais comment on peut vraiment se connecter à cette autre, pas dimension, mais à cet autre potentiel qui est en nous, qui n'est même pas en nous, mais qui est là, à cette conscience, à cette intuition? Comment, c'est une porte, c'est un état d'esprit, c'est une volonté, c'est comment on arrive à se connecter à ça, même en tant que scientifique, et pour des scientifiques qui peuvent nous regarder, comment on accède à ça? C'est une question très intéressante. Je pense que, par exemple, lorsque effectivement j'exerce des activités artistiques, notamment la musique ou l'écriture, on sent bien dans une activité artistique le moment où il y a un petit état de grâce qui se produit. Lorsque l'inspiration, ça porte un nom. Voilà. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit. Il y a on sent qu'il y a des lois, des mécanismes à l'œuvre. C'est à chacun de les trouver ses clés, ses portes. Mais il y a des portes qui s'ouvrent, qui prouvent que l'esprit humain est vraiment capable de puiser dans de l'information. L'intuition, c'est ça, hein, c'est de l'information qui est disponible et qui a l'air justement d'être, dans certaines recherches, ont l'air de le montrer, c'est de l'information qui est disponible de manière non locale. Collective. Hein. Collective et même au-delà. Elle fait fi de l'espace et du temps. Et il y a beaucoup de recherches tout à fait très très convaincantes, en tout cas très pertinentes, qui semblent montrer ça. Et l'intuition, quel que soit le mécanisme, l'intuition permet à l'esprit humain j'ai failli dire de taper dedans, to tap into, hein, de puiser dedans. C'est ça, parce que c'est tellement disponible là, à tout instant, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même ça. Oui, et quand on regarde justement certaines choses qui sont troublantes, comme certaines personnes qui ont en état de méditation, ou des grands mystiques, ou des êtres qui ont un éveil particulier au niveau de la conscience et qui ont travaillé pour ça, on voit qu'ils sont capables d'aller chercher des choses, j'ai envie de dire, très loin. Sauf que c'est pas très loin, c'est à l'intérieur de nous. Et dans la démarche scientifique, il se passe la même chose. Je pense que beaucoup de scientifiques sont un peu prisonniers d'un discours, comme j'ai dit, matérialiste, qui veut nier à tout prix l'existence, la vraie existence de l'esprit, en faisant juste quelque chose d'illusoire, un épiphénomène presque méprisant. Avec une approche comme ça, on n'ose pas dire que on a eu l'intuition d'une idée pour résoudre un problème, une équation, qu'on a rêvé dans son rêve du tableau de Mendeleïev. On n'ose pas trop dire, mais je pense que les grands scientifiques qui font vraiment des percées en termes de concepts l'avoueront. L'intuition est très importante pour trouver des choses nouvelles. Et c'est normal. On peut visualiser la démarche scientifique comme une roue, comme un cycle qui se nourrit de faits observés, mesurés, qui permettent de modéliser, après de vérifier, de valider, de refaire des expériences. Mais si rien de nouveau n'est injecté dans cette boucle, on tourne en rond. On ne progresse pas. Pour progresser, il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'imprévu. Cet imprévu, c'est l'idée nouvelle. C'est ce qui va rendre la boucle créative. Et on n'est plus dans un cercle qui tourne en rond, on est dans une spirale qui avance. Et la science est une spirale qui avance, qui va toujours plus loin. Parce qu'il faut injecter
de l'information, de l'idée nouvelle, de la créativité. Donc je pense qu'en science, comme dans la démarche scientifique, les deux sont importants. De même qu'en art, on a besoin de rationalité, on a besoin des lois. Un compositeur doit connaître un minimum le solfège, même s'il passe outre, il a besoin de connaître les choses. Ça l'aide à formaliser, ça l'aide à aller plus loin. C'est comme un auteur, il a besoin de connaître les règles de l'écriture. En science, c'est pareil, il y a des règles à connaître, mais il faut pas nier l'importance de cet élément qui crée ce petit état de grâce qui nous connecte à notre grande dimension humaine. Après avoir fait quelques interviews avec des scientifiques ou des gens de tout milieu, la musique revient souvent et paraît très liée à cet univers. Quel est le lien pour vous entre la musique, le silence, les astres, l'astrophysique, hein? Je vois peut-être deux liens intéressants pour un scientifique. Je connais effectivement beaucoup de collègues physiciens, astronomes qui sont de grands amateurs de musique et qui la pratiquent. Planck a failli arrêter la physique avant d'inventer la physique quantique. Il a failli être violoniste parce que ses professeurs lui disaient il n'y a plus rien à découvrir en sciences. Non, c'est une anecdote, mais pour dire beaucoup sont effectivement de bons musiciens. Et je pense que dans la musique, on retrouve deux ingrédients intéressants. D'une part, c'est le concept de fréquence. On joue avec des fréquences. Une fréquence, c'est quelque chose de très abstrait, mais c'est quelque chose qui est omniprésent en physique. La physique quantique nous parle tout le temps de vibrations, de fréquences. Les quantas, ce sont des histoires d'ondes, ce sont des histoires de fréquences qui se manifestent sous différentes formes. Mais on parle de quelque chose qui fluctue dans le temps, qui vibre avec différentes notes. Donc il y a des concepts d'harmonique, de résonance, d'octave. Ça intervient tout le temps. Une molécule qui émet, qu'on détecte dans un radiotélescope, c'est vraiment comme une molécule qui chante et on détecte plein de notes qui sont comme des harmoniques de cet instrument de musique bizarre qui est une molécule qui vibre dans l'espace. Bien sûr, des grandes quantités d'elles, ce sont des orchestres entiers. Donc d'une part, je pense que ça en appelle au côté abstrait et mathématique d'un esprit scientifique, de jouer avec ça. C'est un matériau artistique qui se rapporte à ce genre de matière qu'il aime manipuler, peut-être à un niveau inconscient. Et puis il y a une autre chose aussi, que c'est un art qui se déroule dans le temps, de plein de manières. C'est-à-dire que pour goûter la musique, il faut être dans l'instant présent, il faut avoir le souvenir de ce qu'on a entendu, les notes d'avant, l'anticipation de ce qui va arriver, pour être surpris par un accord différent, etc. Il y a aussi la répétition qui est importante. Enfin, il y a plein de choses dans l'écriture musicale qui sont un jeu dans le temps et qui font intervenir, je pense, à la fois la façon dont nous, en tant qu'êtres conscients, on s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire dans un instant présent, avec une perception du passé, une perception du futur, qui en souhaite un vaste sujet, puisque qu'on soit bouddhiste ou qu'on soit occidental, on a une conception complètement différente de ça. C'est un vrai problème important en science, et peut-être que la musique est un moyen de l'explorer d'une manière sensuelle, sensible, et pour un esprit scientifique, c'est peut-être un art comme ça qui attire peut-être plus qu'un art visuel et complémentaire. L'espace-temps, enfin l'espace, le temps par exemple, on entend certaines personnes parlent de l'omniprésence du futur, le temps présent se passera en même temps. Quelle est votre vision par rapport à ça? Alors, c'est un peu délicat, je sais. Oui, en quelques secondes, ça va être difficile, mais le temps est un beau sujet de réflexion, parce que dans différents aspects de la science, on le perçoit et on le conçoit différemment. Le temps n'a pas le même rôle en physique quantique, pour les particules dans leur mode d'existence quantique, n'a pas du tout la même fonctionnalité, je veux dire, n'a pas la même incarnation dans le réel que le temps de la relativité générale, par exemple, au long duquel se déroule l'expansion de l'univers, qui est un problème de géométrie d'un espace-temps où le temps est une dimension, mais qui est une dimension qui a un rôle différent quand même des dimensions de l'espace. On ne peut pas remplacer le temps par l'espace. C'est une dimension, mais elle est différente. D'ailleurs, dans les équations d'Einstein, c'est comme un nombre complexe. C'est-à-dire c'est quelque chose qui appartient à une autre dimension perpendiculaire aux dimensions de l'espace. Mais elle est là. Il y a plein de façons d'appréhender le temps, c'est ça que je veux dire. Et elle est encore différente de la façon de l'appréhender à un niveau subjectif. Très souvent, certains physiciens
vont dire le temps de la pensée, c'est le temps de la physique, parce que notre cerveau est une machine thermodynamique, et en thermodynamique, il y a un flux du temps, il y a une flèche du temps, hein. Les objets vont de l'ordre vers le désordre. C'est la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire les choses vont vers une entropie croissante, elles vont de l'ordre vers le désordre, sauf les êtres vivants. Mais notre cerveau peut-être suit cette flèche du temps parce qu'elle fonctionne un peu comme une machine thermodynamique. C'est quelque chose que disait Stephen Hawking. Mais en disant ça, on suppose que le temps subjectif, c'est la même chose que le temps de l'univers, que le temps de la matière. Je pense que c'est comme le Canada Dry. Ça y ressemble beaucoup. Ça en a la couleur, la saveur, mais c'est pas le temps physique. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans certains états de modifiés de conscience, le temps, on entendait une conférence là aujourd'hui sur le chamanisme, la notion de temps disparaît complètement dans certaines expériences. Même sans être dans une expérience chamanique ou en état de méditation profonde, il suffit de s'ennuyer à un film inintéressant, on trouve le temps très long, et puis... de créer, de composer de la musique, hein, on est dans un autre état. Exactement, dans les activités artistiques, très souvent, quand on est inspiré, le sens du temps change complètement, ce qui prouve bien que ce temps subjectif est subjectif, il est relatif, il est fluctuant, il peut même s'arrêter, il peut s'agrandir démesurément. C'est quelque chose qui dépend de plein de facteurs et qui n'est pas du tout comme ce temps physique qui est le temps des horloges, qu'on soit dans la relativité ou qu'on soit dans la mécanique quantique, qui est un temps, une dimension de l'univers qui peut se mesurer. On n'est pas du tout dans la même chose, mais il y a un rapprochement, et Olivier Costa-Burgard, un physicien qui travaille beaucoup sur la question de temps, vous voyez ça un peu comme quelque chose où il y a un engrenage, c'est-à-dire que le temps de notre conscience, par moment ou tout le temps, enfin, c'est le besoin qu'on a dans notre expérience de vie humaine, vient en quelque sorte s'engrener sur le temps de la physique. Hein, mais on peut débrayer, on peut dérailler, il peut se passer plein de choses. On a des petits goûts par moment de ça, mais on n'arrive pas, on ne le maîtrise pas. Oui. Et c'est pour ça que par rapport à la question du présent, du futur, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a à la fois l'image d'un temps qui existe comme une dimension, mais qui n'existe pas en tant que passé et futur, parce que tout est déjà là en quelque sorte. On a une sorte de super géométrie qui inclut l'éternité à regarder, et dans laquelle des choses se passent. Et en même temps, il y a de l'aléatoire, il y a de l'indéterminisme. La physique quantique, par exemple, on ne sait pas quel événement va se produire parmi les solutions possibles. On peut calculer des probabilités, mais on ne peut pas savoir ce qui va se produire. Et on a l'impression qu'on a besoin des deux ingrédients pour que le monde fonctionne. À la fois des choses très déterministes et une capacité à bifurquer, à sortir du trajet qui était déterminé à l'avance ou qui pouvait être une voie, parce qu'on voit ça dans l'évolution. En biologie aussi, on a des lois très déterministes, hein, qui sont toutes les lois de la biologie, et puis de temps en temps, il y a des mutations, des choses complètement dues au hasard qui emmènent vers autre chose. Et c'est comme la création, on parlait en musique, on a besoin de l'accident. On fait une fausse note et on dit « Ah, c'est génial, c'est ça qu'il fallait que je trouve ». Donc cet imprévu, c'est un ingrédient qui, additionné à ces règles déterministes, on parlait des lois de composition, il faut les deux. Il faut dans différents domaines de la physique, on voit quelquefois ça, cette hybridation entre des choses qui ne sont pas déterminées à l'avance et on ne sait pas ce que ça va donner, hein, avec la possibilité d'erreur, la possibilité de nouveau, de surprendre, de bifurquer. Et puis en même temps, un cadre qui a l'air d'être... on ne peut pas parler vraiment de flèche du temps. Les choses sont là, l'univers a une forme qui inclut un début, mais c'est comme si on regardait une géométrie avec une pyramide, elle a une pointe. C'est le début du temps, c'est une pointe, mais c'est une pyramide qu'on regarde. Si on prend un peu de recul... C'est intéressant, j'ai bloqué sur la pyramide là, parce que l'image de la pyramide m'a toujours fascinée. Donc je l'imaginais en cristal, j'étais partie dans l'univers. Là, génial, écoutez, génial. Est-ce qu'il y a je sais que notre temps est limité quelque part ensemble, et puis il y a plein d'autres choses. Puis on va le faire cette interview aussi en anglais, parce que c'est important de diffuser ça au plus grand nombre. Et c'est vrai que l'anglais est quand même la langue universelle, et ça permet de propager aux quatre coins des planètes tout
ces beaux messages. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur lequel vous travaillez ou que vous recherchez ou que vous découvrez ou qu'il y a quelque chose, une petite note finale un peu sur le travail ou lié à cette conversation, quelque chose qui vous passerait par là, intuitivement parlant, qui serait bon à rappeler ou à parler ou à dire? Je pense qu'on est à l'aube de changement. On le voit dans la société, on le voit dans l'écologie, on le voit dans plein de domaines. Je pense que la science a besoin de changement. Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, mais il y a des choses qui coincent un peu. Et je pense que c'est vraiment un problème de société, de civilisation. Probablement qu'on aura des surprises dans les années à venir. On sent qu'il y a des frémissements de chercheurs qui ne sont pas toujours bien vus dans la communauté, mais qui travaillent sur des choses très intéressantes, un peu trop dans leur coin. Et bien souvent, ce ne sont pas du tout les charlatans qu'on dit et qu'on prétend. Ce sont des gens qui font leur travail de scientifiques avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Mais avec des intuitions qui nous emmènent un peu ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça. Il faut vraiment que les scientifiques qui sont, je vais dire dans le mainstream, mais qui ont de l'ouverture d'esprit, ne mettent pas tout dans le même sac. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses formidables qui se font. Il y a juste besoin de créer l'effet de seuil qui fait que beaucoup plus de gens vont travailler là-dessus et voir que ça mène à des pistes intéressantes, à des changements de paradigme. Comme tous les changements de paradigme en science ont fonctionné de cette manière-là. Il ne s'agissait pas de tout balancer à la poubelle, mais de comprendre qu'il y avait, voilà, comme on disait à la fin du 19e, il y a des petits nuages noirs. Hein, et puis on n'a pas soupçonné que derrière ces nuages noirs, il y avait un grand ciel bleu nouveau à découvrir. Et je pense qu'on en est là en ce moment. Magnifique. Merci pour cette délicieuse interview. Merci. Merci à tous les délicieux co-créateurs qui regardent. N'hésitez pas à partager cette magnifique vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est fantastique quand même avec Internet. C'est la conscience globale, c'est étonnant. Ah, puis ça diffuse. Allez hop, diffusons. Gros bisous mes délicieux co-créateurs. Au revoir.